Bonjour, bienvenue sur Innovecteur, le podcast qui partage toutes les pratiques du management de l'innovation. L'objectif d'Innovecteur est de diffuser tous les meilleurs conseils sur les thèmes de l'innovation, de la créativité et de l'entrepreneuriat par le biais de nombreux articles et interviews. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous via le site innovecteur.com. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Si vous appréciez ce podcast, merci de le partager autour de vous. Très bonne écoute. Bonjour, alors aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir Laurent Kirsch. Alors Laurent est un expert en facteurs humains. Alors c'est une expertise qu'il a eu l'occasion de mettre en œuvre dans l'industrie automobile pendant un petit peu plus de 20 ans. Alors Laurent a tout d'abord mené des travaux de recherche et a mené des projets d'innovation avec l'objectif d'améliorer l'expérience client à bord des véhicules, et il a par exemple travaillé sur des thématiques comme le confort, comme la qualité perçue, et puis également toutes les nouvelles interfaces homme-machine. Après ce passé technique, il a mené des activités de marketing stratégique, et donc il a conduit des études des dynamiques et des structures de marché, également travaillé sur le potentiel de développement des marques à l'international, et pour cela il s'est appuyé sur les analyses qualitatives et quantitatives des attentes et des comportements des clients. Et alors le point commun entre ces deux domaines d'activité, c'est la capacité à construire une vision à moyen et long terme, et puis de favoriser des idées nouvelles, dans un environnement qui soit ouvert, évidemment pluridisciplinaire, et qui soit le plus respectueux possible des individus. Laurent, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de toi, et puis peut-être te définir en quelques mots, et puis de compléter un petit peu ce que je viens de raconter. Oui, écoute, merci pour cette introduction. Et puis, comme tu l'as dit, j'ai un passé industriel de plus d'une vingtaine d'années. Et en fait, juste pour cadrer un peu les choses, j'ai intégré l'industrie après un parcours universitaire et un parcours d'enseignement, on va dire, pluridisciplinaire, puisque j'ai dès le début choisi la pluridisciplinarité, et c'est quelque chose qu'on va probablement réaborder dans notre entretien. Puisque j'ai une double formation à la fois en neurosciences et en chimie, qui en premier abord peut paraître comme ça assez antinomique, mais finalement ces deux choses-là peuvent converger pour créer quelque chose. Et puis comme tu l'as dit, dans mon parcours, j'ai fait à la fois de la recherche et du marketing, deux domaines qui semblent a priori éloignés les uns des autres et qui pourtant, on va l'aborder ensemble, à un moment donné peuvent se retrouver pour créer de la valeur pour l'entreprise. Et donc après mon parcours industriel que tu as évoqué, aujourd'hui je propose aux entreprises de les aider à exploiter le potentiel des facteurs humains pour la création de valeur, et ça sur toute la chaîne qui va de la recherche innovation jusqu'au marché, au pluriel d'ailleurs, puisque les marchés, on peut les considérer pas comme un seul marché, mais comme des marchés. Et bien sûr, sans négliger la dimension humaine des compétences que les entreprises doivent gérer. Et donc voilà, j'essaye de mettre mon expérience de ce grand écart de l'innovation jusqu'au marketing pour accompagner les entreprises. Eh bien, merci pour ces précisions. Alors, on a préparé avec Laurent cette interview, et on a en fait identifié 3 thèmes que l'on va aborder successivement. Alors, le premier thème, c'est sur la thématique des facteurs humains. Quel est le lien entre les facteurs humains et l'innovation, et à quel moment on utilise finalement cette composante humaine dans les disciplines de l'innovation? Pour le deuxième thème, on va davantage parler de la culture de l'innovation dans l'entreprise, et de voir finalement comment une démarche innovation s'appuie sur plusieurs fonctions, sur plusieurs compétences au sein de l'entreprise, et finalement touche à ce qui fait le cœur de l'entreprise, c'est sa culture. Et puis troisième thématique, on va parler un petit peu plus spécifiquement des compétences pour faire de l'innovation. Est-ce que être innovateur aujourd'hui nécessite des compétences particulières? Comment est-ce que l'on identifie? Comment est-ce que l'on met en œuvre
ces compétences. Et puis, on essaiera de s'interroger également sur un modèle, sur une modélisation des compétences de l'innovateur. Donc pour chacune de ces thématiques, on aura évidemment quelques questions qui viendront nourrir cette réflexion. Alors après avoir parlé de la culture et du développement de la culture de l'innovation dans l'entreprise, on va désormais parler de compétences. Est-ce qu'il y a des compétences pour faire de l'innovation ? Est-ce que certaines compétences sont nécessaires pour que l'entreprise soit plus innovante ? Voilà un petit peu les grandes thématiques. Et bien entendu, on va faire appel et à ton expérience et puis à un éventuel modèle de sélection des caractérisation des compétences. Toi, première question, quelles sont les compétences que tu penses être essentielles pour un innovateur ? Ça, c'est une vraie question. Alors, un innovateur, alors, je dirais que probablement, évidemment, j'ai envie de dire, par définition, quand on est un innovateur, on doit être curieux, on doit être ouvert d'esprit, on doit avoir cette capacité à aller regarder ailleurs, de pas s'enfermer dans des schémas tout faits. Ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment le socle, c'est la base. Après, il y a d'autres compétences qui me paraissent importantes. Probablement la capacité de pouvoir réfléchir sur des horizons temporels différents, d'être capable en même temps de réfléchir sur du court terme, du moyen terme, du long terme. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Quand on est un innovateur, on peut avoir tendance à être ancré beaucoup dans le moyen long terme. Dire voilà, moi je réfléchis au coup d'après, je réfléchis au futur. Oui, je réfléchis au futur, mais il me semble qu'un bon innovateur, il est capable de réfléchir au futur, mais aussi dans son raisonnement, dans sa réflexion, dans son animation au quotidien, il doit être capable de jongler du court terme au moyen terme, au long terme, et ça presque en permanence. Ça, c'est une chose qui me paraît vraiment extrêmement importante. Et puis, il y a différents autres aspects qui me semblent importants. Ça paraît être une évidence, mais quand on fait de l'innovation, être confortable avec la gestion de l'incertitude. Peut-être que j'enfonce une porte ouverte, mais quand même, au quotidien, pour avoir côtoyé pas mal de gens qui travaillaient en innovation, il faut être confortable avec le fait qu'on est dans un contexte et un environnement incertain, et que c'est pas grave, et qu'au contraire, savoir gérer cette incertitude, c'est savoir admettre que il y a des choses peuvent changer, des résultats de tests peuvent être contraires à ce qu'on attendait. Ben c'est pas grave. On va réouvrir d'autres pistes. On va aller voir ailleurs. Ça fait partie de l'exercice. Et ça, il me semble que c'est une qualité qu'un innovateur doit avoir, c'est ne pas être confortable avec le fait d'être dans un environnement incertain. Et ce qui va avec, me semble-t-il, c'est aussi savoir gérer l'échec. Innover, pour moi, par définition, c'est se tromper, entre guillemets, c'est se confronter à des choses qui vont pas marcher, et c'est pas grave. Échouer, c'est pas grave. À partir du moment où je sais valoriser cet échec, où je sais en tirer un bénéfice, en tirer un enseignement, et puis rebondir et aller voir ailleurs. Il faut l'admettre, ça fait partie intrinsèquement du métier d'innovateur, et je pense que cette capacité à se confronter et à valoriser l'échec, il me semble que c'est une dimension extrêmement forte du métier d'innovateur. Et puis pour finir, bien sûr, il y aurait peut-être plein d'autres choses à dire, mais pour finir, je pense que je dirais la communication. La communication, parce que souvent, quand on est dans l'univers de l'innovation, quand on est un innovateur,
on va être confronté très souvent à des échanges et à de la communication. Et je parle bien au-delà du projet dans lequel on travaille. On va devoir parler, échanger, discuter, argumenter, convaincre des gens qui ne sont pas forcément dans le petit microcosme du projet. Ceux qui vont décider, ceux qui vont financer, ceux qui vont supporter la démarche. Et en fonction des interlocuteurs, il va falloir savoir adapter sa communication. Et donc, je pense qu'être un bon innovateur, si je le dis autrement, c'est être un bon vendeur, entre guillemets, mais dans toute l'acceptation positive du terme, un bon vendeur de son travail. Il faut savoir s'adapter à son auditoire. Donc, je ne vais pas parler à un top manager de mon projet d'innovation de la même façon qu'à un expert. Si je développe un nouveau matériau pour un emballage, si j'en parle au CEO, j'en parlerai pas de la même façon que si j'en parle à un expert de l'imprimerie ou de l'impression sur carton ou autre, etc. Je vais aussi devoir adapter mes formats de communication. Il faut que je sois capable de proposer et d'expliquer mon travail en 2 minutes, en 5 minutes, en 1 heure. Il va falloir que je la présente de façon très abstraite ou de façon très concrète. Et donc, évidemment, on pourrait considérer que ce n'est pas au cœur des compétences d'un innovateur, mais il me semble qu'on ne peut pas faire l'économie de réfléchir à cette dimension de communication qui, finalement, au quotidien, aujourd'hui, est extrêmement importante. Les choses changent tellement vite qu'on peut très bien avoir un financement pour un projet qui va durer 3 ans, et puis au bout d'1 an, le financement, il part sur autre chose. Eh bien, est-ce qu'on a été capable de vraiment défendre son projet? Est-ce qu'on a été capable d'en expliquer les enjeux? Est-ce qu'on a été capable d'en expliquer les retombées à court, moyen, long terme? Est-ce qu'on a organisé des moments de communication sur le projet? Des moments où on vient mettre autour de la table des gens d'horizons différents et les faire réfléchir avec nous sur le projet pour aider à ce qu'ils adhèrent à ce qui se cache derrière? Eh bien, je crois que tout ça, c'est des dimensions qui sont absolument essentielles. On a des innovateurs ou des gens qui travaillent en innovation qui sont extrêmement forts dans leur domaine, qui techniquement, entre guillemets, sont extrêmement solides, et à qui il va manquer cette dimension de communication. Les meilleures idées vont avoir du mal à trouver un écho si je ne suis pas capable de les transmettre ou de les communiquer. Alors, si en tant qu'innovateur, on n'est pas très bon dans cet exercice de la communication, au moins, il faut être bon pour s'adosser sur quelqu'un qui va être capable de le faire. Donc, il faut au moins être bon pour trouver le bon relais qui va être capable de traduire ce que j'ai envie de défendre. Voilà, il y aurait probablement plein d'autres dimensions, mais voilà celle qui me semble intéressante. Merci de nous avoir donné comme ça 5 compétences de façon un petit peu, je vais pas dire intuitive, mais en tout cas spontanée. Curiosité, cette notion de réflexion vis-à-vis de la temporalité, être capable de se projeter à long terme tout en ayant les pieds dans la réalité du quotidien. La gestion de l'incertitude, évidemment, je crois que ça c'est un point qui revient souvent lorsqu'on traite d'innovation. La gestion de l'échec, alors que l'on peut appeler différemment, comment est-ce qu'on tire des apprentissages des différentes expériences, voilà, on dit un petit peu la même chose dit différemment, mais effectivement retirer des apprentissages des expériences, ça c'est important. Et puis dernier point de communication, de porte-parole, d'appropriation de sujets, pour essayer de les faire avancer le plus possible ou d'en tirer les meilleurs bénéfices. Alors, je vais te demander un exercice pas simple, Laurent. C'est que sur le site Innovecteur, donc innovecteur.com/certification, il y a un premier modèle des compétences de l'innovateur. Alors je vais te les lire et puis on peut les balayer. Et ce que je voudrais simplement, c'est plus peut-être te faire réagir par rapport à celle-ci, et pas tant pour nous dire c'est bien ou c'est pas bien, mais plutôt à quoi ça te fait penser. Est-ce que c'est en écho avec certaines expériences que tu as pu avoir au quotidien? Est-ce qu'il y a des choses qui te semblent manquer ou au contraire des choses sur lesquelles tu voudrais un petit peu insister? Alors,
Sur ce modèle-là, en fait, il y a trois familles de compétences. Bon, des compétences techniques, puisque on peut considérer que l'innovation, c'est soit créer des nouveaux produits ou bien créer de nouvelles capacités pour finalement donner du pouvoir aux personnes dans l'entreprise et les rendre plus innovantes. Et c'est aussi créer de nouvelles activités, de nouveaux business. Donc là, pour moi, on est sur des compétences techniques avec trois volets. Voilà, créer des nouveaux produits, des nouvelles capacités, puis de nouvelles activités. Ça, c'est pour l'aspect technique. Mais bien entendu, lorsqu'on fait de l'innovation, on est aussi sur du comportemental, d'avoir un rôle, voilà, je qualifie d'intègre, de responsable, se poser des questions sur cette notion d'innovation responsable, et donc d'avoir conscience des enjeux du développement durable. Donc c'est de se dire que au-delà du nouveau produit, au-delà de la nouveauté, quel va être l'impact de cette nouveauté sur son environnement au sens large. Donc là, on est plus sur le comportemental, et puis sur un volet plus managérial ou self-managérial, c'est effectivement de se poser la question de comment est-ce qu'on évolue soi-même. Alors, est-ce que c'est par le biais de coaching, du mentoring, bien de dynamique de co-développement? Ma première réaction, c'est que j'aime bien que dans une réflexion comme celle que tu viens d'évoquer, on ne focalise pas tout sur les compétences techniques. Ça peut être un piège. Quand on parle d'innovation, alors innovation produit, on va vite parler d'innovation technologique et donc très vite on va parler de compétences techniques, y compris quand on fait de l'innovation dans les services ou dans le digital, on va aussi très vite parler de compétences techniques, de programmation informatique, etc. Moi, ce que j'aime bien dans cette approche, c'est qu'elle élargit le spectre et qu'elle intègre un regard plus large. Évidemment, les compétences techniques, elles sont absolument essentielles, mais elles sont, j'ai envie de dire, nécessaires, mais pas suffisantes. Ça, c'est ma première réaction, c'est bien sûr, on va développer des nouveaux produits, des nouvelles capacités ou des nouveaux services, mais en termes de compétences pour faire de l'innovation, il n'y a pas que ça. Ça me semble assez essentiel. Et par contre, c'est important, je crois, les trois dimensions que tu évoques. Peut-être qu'il y en aurait une ou deux autres, mais auxquelles il faudrait réfléchir. Notamment, je pense à l'approche il y a différentes approches qui sont proposées autour de ça, mais tu sais, comme celle de Dublin et autres, qui montrent que finalement, innover, c'est au-delà du produit, c'est innover avant, pendant, après, et c'est quelque part regarder que la création de valeur, elle n'est pas forcément au niveau de l'objet lui-même, mais ça peut être au niveau de plein de choses. De la façon de gérer des revenus, c'est soit je peux les générer en vendant le produit, mais soit je peux les générer en vendant un abonnement ou en vendant autre chose. Je peux innover dans le packaging, peut-être que le produit lui-même, il n'est pas innovant, mais que le packaging lui-même, il est innovant, etc. Et donc, sur cet aspect technique, intégrer dans la réflexion ces nombreuses facettes, ça me paraît intéressant parce que ça nous aide à sortir d'un regard trop focalisé sur le produit lui-même ou le service lui-même et de se dire, tiens, la création de valeur, elle peut être un peu plus large. Alors, c'est ce que tu commences à évoquer quand on dit produit, capacité, service, on voit bien qu'on ne parle pas que du produit lui-même. Et vraiment, cette vision plus globale et holistique, entre guillemets, elle me paraît super importante. Sur la partie des soft skills, évidemment, je crois qu'au travers de l'échange qu'on a eu aujourd'hui, je crois que spontanément, je suis allé sur ce terrain-là. C'est peut-être aussi une déformation due à mon vécu, mais oui, évidemment, il me semble que c'est absolument essentiel. Et pareil, l'aspect managérial, à moins de travailler tout seul dans son coin, forcément, à un moment dans le développement de l'innovation, on va être dans un schéma où on va devoir se poser la question de comment on anime tout ça, comment on crée de l'engagement, comment on crée de la motivation, comment on focalise pas tout sur des indicateurs de performance qui sont peut-être un peu désuets, mais qu'on est créatif aussi dans la façon dont on évalue la performance de l'équipe au sens large du terme. Et ça demande forcément une prise de recul et peut-être une remise en question d'un certain nombre de schémas tout préconçus et tout faits. Donc
Ça, oui, et puis tu rajoutes une dimension qui est vraiment importante, c'est la dimension liée à la société. C'est qu'on focalise beaucoup l'innovation sur l'entreprise, sur la création de valeur pour l'entreprise, et pour évidemment une entreprise, il faut qu'elle vive, et pour qu'elle vive, il faut qu'elle crée de la richesse et qu'elle vende des produits ou des services ou qu'elle apporte quelque chose, qu'elle soit capable de, 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 de marchandiser, si je le dis comme ça, mais aussi de plus en plus va se développer la notion de dire oui, mais ça peut pas se faire à n'importe quel prix, au sens impact sur la société ou sur l'environnement au sens le plus large du terme. Donc ça c'est vraiment une dimension qui me semble importante et qui est peut-être celle-là plus récente. Je ne sais pas si cette prise de conscience-là, on l'avait il y a 10 ans. En tous les cas, moi, au travers de mon expérience, c'est pas des questions qu'on se posait, mais qui maintenant vont devenir, je pense, absolument essentielles. Je rajouterais peut-être juste quelque chose qu'on a déjà eu l'occasion de discuter ensemble, c'est que dans ce modèle-là, j'ajouterais peut-être une notion de dynamique. Une notion de dynamique par rapport à la maturité de l'innovateur ou du responsable d'innovation. C'est-à-dire que quand on regarde les parcours qu'on peut faire dans ce domaine-là, on peut, au fil du temps, basculer de compétences techniques vers des compétences plus comportementales ou managériales. Quand on est jeune et qu'on sort de l'école, on est très solide techniquement, on a des bases solides, des bases techniques extrêmement solides, et on va s'appuyer dessus. Et puis au fur et à mesure, on va se rendre compte que ce qui va permettre vraiment de faire avancer les choses, c'est bien sûr les compétences techniques, mais également la capacité à développer ces compétences comportementales et ces compétences managériales. Et il me semble que pour l'entreprise, c'est un enjeu beaucoup plus fort que d'accompagner les collaborateurs dans le développement de ces compétences comportementales et managériales, parce que quelque part, peut-être qu'on pourrait discuter ce que je vais dire, mais si je veux être un peu caricatural, les compétences techniques, elles se renouvellent sur le marché. Et quand on a besoin d'une nouvelle compétence technique, on va sur le marché de l'emploi, entre guillemets, on trouve des gens qui sont à la pointe, qui ont les toutes dernières avancées en termes de connaissances et qui sont vraiment, alors des fois on les paye cher, mais ils sont là. Par contre, développer ses compétences comportementales, développer ses compétences managériales, ça prend du temps. Et puis il y a une notion de culture d'entreprise. C'est important aussi que ces compétences-là soient cohérentes de la culture de l'entreprise. Et donc, il me semble que les entreprises qui veulent être très innovantes ont tout intérêt à investir beaucoup sur ces deux dimensions-là, euh, sans négliger la technique. Mais tu vois, je pense qu'il y a un vrai enjeu pour les entreprises que de travailler sur ces deux piliers-là. Et donc, dans ce que tu évoquais, dans ce modèle, euh, je trouve que c'est deux points vraiment forts du modèle que de mettre en avant ces dimensions-là. Alors ça c'est intéressant ce que tu nous dis sur la notion de dynamique hein, et d'évolution au cours du temps. Donc ça c'est un axe, mais il y a aussi un autre axe, alors qui n'apparaît pas dans le modèle tel qu'il est aujourd'hui, c'est cette notion de gradation de compétences entre voilà, des savoir-faire nécessaires, indispensables, et puis plus la notion de connaissance, être capable un petit peu de décrypter, comprendre ce qui se cache derrière, mais sans en avoir nécessairement la compétence la plus parfaite. Ce que j'ai en tête, c'est que, je l'évoquais tout à l'heure, il y a des approches, alors il faut voir comment on les met en œuvre, mais il y a des logiques qui consistent à dire il faut faire de l'open innovation, il faut se tourner vers les autres, etc. Eh bien, faire ça, c'est bien dans les livres, mais le faire dans la réalité, c'est parfois compliqué et ça demande des savoir-être extrêmement développés. Parce que s'ouvrir aux autres, c'est aussi accepter comment je vais dire ça, quand je suis dans mon entreprise, je suis reconnu pour mon expertise. Enfin, on peut imaginer, si je suis à la direction de l'innovation, je suis identifié, etc., comme quelqu'un qui est garant d'une connaissance, d'un développement de connaissances, etc. Et quand je vais m'ouvrir aux autres, eh bien, je remets tout en jeu. Et il faut
reprendre un peu d'humilité, il faut reprendre une position, accepter de se remettre en position d'apprendre, de ne pas forcément dicter aux autres la façon dont on fait les choses, mais d'accepter que les autres aussi aient un avis différent. Et c'est juste pour dire que ces approches-là, on voit bien que finalement, il y a plein de façons de faire de l'innovation, mais qu'il faut à chaque fois mettre en face des comportements et pas forcément que des techniques, pas forcément que des connaissances techniques ou scientifiques. C'est comment je me confronte à cette nouvelle façon de travailler, comment je crée de la valeur en discutant avec les autres. Moi, j'ai évolué dans une structure où on a développé il y a, je sais pas, 15 ans, un peu moins de 15 ans, ce qu'on avait appelé les Open Labs. C'était une façon d'aller travailler avec le monde avec le monde universitaire, et puis de créer des échanges, mais des échanges très profonds. C'est-à-dire que certains des collaborateurs de l'entreprise allaient passer du temps, 6 mois, 1 an, dans les laboratoires de recherche, et puis certains des chercheurs venaient passer 6 mois, 1 an dans l'entreprise. Et ben ça nécessite vraiment de remettre en question un certain nombre de façons de se comporter, d'échanger, de croiser les connaissances, parce que c'est se confronter avec des univers qui nous sont très, très peu familiers. Mais par contre, c'est extrêmement enrichissant. Eh bien, merci Laurent pour tous ces éclairages-là. Peut-être qu'en termes de conclusion générale, on a parlé, voilà, on a essayé de présenter ce qu'étaient les facteurs humains dans le domaine de l'innovation et comment ils avaient une influence sur la culture de l'innovation. Et puis, en dernier point, on a parlé des compétences. Si je devais te donner le mot de la fin, comme c'est souvent la tradition dans ces interviews, je te laisse évidemment nous faire une petite conclusion et puis nous dire aussi comment rester en contact avec toi, soit un lien, soit un réseau social particulier qui permette à nos auditeurs de te solliciter ou à minima de rester en connexion avec toi. Laurent, le mot de la fin est pour toi. J'espère que par rapport à ce qu'on a évoqué en début d'entretien, j'espère que j'ai aidé à mieux appréhender ce qu'étaient les facteurs humains, à en faire quelque chose de pas trop abstrait, mais quelque chose d'assez concret, des choses qui ont vraiment un impact sur le quotidien, sur la vie de l'entreprise. Et donc, si j'ai réussi ça, ce serait déjà une bonne chose parce que il faut surtout que ce soit un concept qui fasse pas peur, mais par contre que ce soit des choses auxquelles on attache de l'importance parce que je suis assez convaincu sur la base de mes connaissances et de mon vécu que c'est vraiment très important. Et puis bien sûr pour ceux qui voudraient prolonger ces discussions et ces échanges avec moi, j'ai un profil LinkedIn sur ce réseau-là et via lequel on peut me contacter vraiment sans problème. Je suis par principe très ouvert à échanger sur ces sujets-là et sur l'innovation en général et sur la pluridisciplinarité, enfin toutes ces dimensions de l'entreprise qui sont à la fois passionnantes et puis je crois extrêmement utiles pour ceux qui veulent avancer. Laurent, merci beaucoup. Je te remercie Frédéric. C'est fini pour aujourd'hui. Posez vos questions et parlez-nous des sujets que vous souhaitez écouter dans les prochains épisodes. Si vous voulez partager votre expérience ou si vous connaissez une personne susceptible de le faire, contactez-nous directement sur innovector.com. À bientôt et merci pour votre écoute.